maintenant parler des liaisons intermoléculaires. On verra que parmi les éléments de ce chapitre, on verra comment se forment les liaisons intermoléculaires et une partie des conséquences de l'existence de ces liaisons intermoléculaires sur la nature et la structure de la matière. On va d'abord commencer par parler de la nature des liaisons intermoléculaires et pour cela, on va commencer par faire le constat que dans une molécule, a priori parfaitement neutre, on a des centres qui portent des charges delta+, d'autres centres qui portent des charges delta-. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des dipôles naturellement créés en raison de la différence électronégativité des atomes. Ces dipôles vont interagir et donc ce que l'on peut retenir, ce dont on peut également se rappeler, c'est que les charges signes contraires vont s'attirer et que celles de même signe vont se repousser. Ce qui aura pour effet de mettre en œuvre ce qu'on appellera EP, l'énergie potentielle électrostatique, et cette énergie potentielle électrostatique, que je note V dans cette formule, est de la forme 1 sur 4 pi epsilon 0, première parenthèse, que multiplie QQ' sur R, dans laquelle Q et Q' sont les charges algébriques, R est la distance entre les deux charges, et par ailleurs 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est le facteur de conversion entre ce terme-là, de manière à ce que ce terme-là multiplié par ce facteur nous donne V en joules. Juste une petite chose, epsilon 0 c'est la permittivité du vide, elle va varier selon le milieu dans lequel on se trouve. Ici on fera le calcul, on détaillera cela avec le vide. Donc on constate que Q et Q' étant des charges algébriques, dans un dipôle on a une charge positive, l'autre charge négative, ce qui revient à dire que Q égale moins Q' et que donc l'énergie potentielle électrostatique dans le cas des dipôles sera principalement négative. On verra deux types d'interactions, d'une part les interactions de Van der Waals et d'autre part les liaisons hydrogènes. Sauf que les interactions de Van der Waals, ou liaisons de Van der Waals, qui sont des interactions faibles, présentent en réalité trois aspects. On verra donc les interactions de type Kissom, de Bay et London, et on va commencer par les interactions de Kissom, pour lesquelles j'ai mis en sous-titre que ce sont des interactions entre dipôles permanents. Je prends une molécule AB, A delta plus, B delta moins, comme ceci, parce que la liaison AB est polarisée et que B est plus électronégatif que A. Eh bien, si je considère une molécule toute seule, ça ne présente pas un grand intérêt. En revanche, si je considère un mélange, pour un mélange de molécules AB, eh bien, je vais commencer par placer une molécule AB, et puis ensuite, eh bien, je vais en placer d'autres, en prenant en compte le fait que les A des autres molécules seront attirées par le B de celle-ci et que par ailleurs le B des autres molécules sera attiré par le A de celle-ci. Et par exemple, je peux imaginer une molécule qui va se placer comme ceci. En revanche, je peux plus difficilement imaginer que le B soit là et le A soit là, puisque à ce moment-là, les deux B seraient relativement proches, les deux B seraient relativement proches et c'est pas de cette façon que ça va s'organiser. Je peux en placer une nouvelle ici, le A est attiré par ce B, il est relativement il est plus proche de ce B que de ce A, je vais en placer quelques-unes, vous voyez que la règle à mettre en œuvre pour les placer, c'est tout simplement de dire quand je place un A, il faut qu'il soit le plus loin possible des A environnants et le plus près possible des B environnants. J'en place quelques-uns comme ceci, bien entendu le placement est tout à fait aléatoire, mais la consigne qui est respectée c'est placer les A le plus loin possible des autres A, placer les B le plus loin possible des autres B, et par voie de conséquence placer les A le plus près possible des B et vice versa. Ceci étant, vous voyez bien que cette représentation est dans le plan. En réalité, bien entendu, c'est à 3 dimensions que ça se passe. Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est commencer par matérialiser en bleu les répulsions. Les répulsions entre atomes de même charge, c'est-à-dire entre atomes identiques. Et de la même manière, on peut mettre les attractions en rouge entre les atomes de nature différente, c'est-à-dire les uns chargés plus, les autres chargés moins. On constate avec la construction que l'on a faite
que forcément les bleus sont plus longs que les rouges, ce qui revient à dire que les répulsions sont plus longues, jouent à plus grande distance que les attractions. Or, si on se rappelle l'expression du potentiel, c'est V égale 1 sur 4 pi epsilon 0 QQ' sur R, on comprend bien que le R rouge étant plus petit que le R bleu, les interactions de type répulsion, c'est-à-dire celles qui sont entre charges de même signe, vont être plus faibles en intensité que celles qui sont des attractions, c'est-à-dire entre charges de signe contraire. Et le bilan des courses, c'est qu'on aura donc des contributions positives de petite intensité et des contributions négatives de plus grande intensité. Et donc le bilan de tout ça, ce sera d'abaisser l'énergie potentielle électrostatique du système. Ce que l'on peut remarquer, c'est que dans l'effet qui somme, la seule chose qui intervient, c'est delta plus et delta moins. On peut donc prévoir que cet effet qui somme augmentera quand les molécules seront plus polarisées. Dans des molécules peu polarisées, on aura un faible effet qui somme. Dans les molécules très polarisées, on aura un fort effet qui somme. On peut également parler des interactions de Debye. Ces interactions de Debye, je vous ai mis un sous-titre entre dipôle permanent et dipôle induit. Eh bien, on va illustrer ceci en disant que si on prend une molécule parfaitement symétrique, a priori, elle n'a pas de déformation, elle n'a pas de dipôle permanent qui la constitue. Mais si en revanche on la soumet à un champ électrique, à ce moment-là, ce champ électrique va induire des déformations. Bien entendu, les champs électriques, on ne les utilise pas de manière systématique lorsqu'on fait de la chimie, mais en revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'une petite molécule telle que AB, la même que tout à l'heure, avec une charge delta plus d'un côté et une charge delta moins de l'autre, va créer dans son environnement immédiat un micro-champ électrique. Et ce micro-champ électrique pourra déformer une molécule telle que X2, donc une molécule parfaitement symétrique, avec une liaison XX parfaitement covalente. Et pour illustrer cela, eh bien, je vous ai mis les deux X qui représentent les deux noyaux, et puis je vous mets une forme ovale qui est censée représenter le nuage électronique. Ce n'est pas cette forme-là qu'il a, mais ça fait ressortir que ce nuage électronique est à peu près parfaitement symétrique. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Cette molécule X2, donc, constituée d'un nuage électronique, c'est-à-dire d'électrons, et de deux noyaux. Eh bien, les électrons vont être déplacés, vont être attirés par le A, puisque le A est chargé positivement. Donc globalement, dans cette molécule, on aura un glissement des électrons vers la gauche, alors que dans le même temps, les noyaux de cette molécule seront attirés par le B chargé négativement. C'est-à-dire qu'on observera un déplacement des noyaux vers la droite. Et cela revient à dire que cette molécule-là pourra finalement être représentée toujours par XX, mais cette fois-ci avec delta moins sur ce X-là et delta plus sur celui-là. On est bien d'accord, en réalité, ici, il faudrait supprimer cela pour mettre ceci. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à ce moment-là, la présence de AB a créé un dipôle sur la molécule X2, c'est la raison pour laquelle on appelle ce dipôle un dipôle induit. Les interactions de Debye sont présentes lorsque les molécules non polaires sont activées par la présence de molécules polaires, c'est ce qu'on vient de voir. En revanche, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut dire que ces interactions de Debye vont augmenter quand la polarisation de AB va augmenter, plus le delta qui est présent sur le delta plus présent sur A et le delta moins présent sur B seront importants, plus les molécules qui seront à proximité seront susceptibles d'être déformées, mais également avec un terme barbare que l'on appelle la polarisabilité de X2. La polarisabilité de X2, c'est donc la capacité de X2 à se déformer. On comprend aisément que cette polarisabilité augmentera d'autant plus que la molécule X2 est volumineuse et donc peut se déformer de façon importante.
Enfin, dernière chose, ce sont les interactions de London. Dernière forme d'interaction de Van der Waals, ce sont les interactions de London. Pour illustrer ce phénomène-là, eh bien, je n'ai pas trouvé de chose plus simple et plus parlante que de prendre un atome, par exemple un atome de gaz rare. Cet atome est constitué d'un noyau à l'intérieur duquel sont toutes les charges positives. Donc on peut dire que les charges positives de l'atome va être à l'intérieur du noyau. Je vous rappelle que ce noyau a un rayon qui est environ 1/10 de celui de l'atome. Par ailleurs, les électrons, eux, sont dans le nuage électronique. Ces électrons, on sait également qu'ils se déplacent en permanence. Or, s'ils se déplacent en permanence, quelle est la conséquence? C'est que le centre de gravité des charges négatives va en permanence se déplacer. Le centre de gravité des charges positives aussi va se déplacer en permanence, mais à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire dans un espace très petit. Et donc ce que l'on peut prévoir, c'est que le centre de gravité des charges positives, que j'appelle G+, qui se trouve au centre du noyau, ne va concorder que très exceptionnellement avec le centre de gravité des charges négatives, qui lui va en permanence se déplacer, puisque les électrons se déplacent en permanence. Et ce que l'on peut également dire, c'est que les dipôles instantanés se comportent exactement comme les autres dipôles, c'est-à-dire ont pour effet d'abaisser l'énergie potentielle électrostatique du système. Et on va terminer là-dessus en disant que l'effet London va augmenter essentiellement avec la taille des molécules ou, de façon plus marquée encore, avec le nombre d'électrons que comporte cette molécule. Le deuxième grand type de liaison intermoléculaire, c'est la liaison hydrogène. Et ce que l'on peut dire, c'est que, d'abord, on va faire un petit point de vocabulaire. On dit liaison hydrogène parce que c'est relativement plus court. On arrive même à dire liaison H, mais en réalité, il faudrait dire liaison par établissement d'un pont hydrogène. Et pour qu'une liaison hydrogène, liaison H, liaison par établissement d'un pont hydrogène s'établisse, eh bien il faut que l'on respecte certaines conditions. Il faut d'abord que l'on ait un groupe XH. Alors ici j'ai mis une liaison pour dire que ce groupe XH peut être raccroché à une autre molécule, mais ce qui est important, c'est que X doit être très petit et très électronégatif. Alors en réalité c'est pas très compliqué, 3 atomes seulement conviennent pour X, c'est l'atome de fluor, l'atome d'oxygène et l'atome d'azote. Et il faut par ailleurs qu'il y ait l'existence d'un atome Y très électronégatif. Là aussi, le tour est vite fait des atomes pouvant jouer le rôle de Y. Ce sont les 3 premiers que j'ai mentionnés, F, N et O, auxquels on rajoute Cl. On a alors l'enchaînement suivant. D'un côté, ici j'ai mis R' pour indiquer que c'est le reste de la molécule. Sur le X, j'ai un delta- parce que comme il est très électronégatif et que le H est assez peu électronégatif, lui va acquérir un delta- et le H un delta+. Et puis ici j'ai mis le groupement Y avec un R qui est un reste de molécules, et donc comme Y est très électronégatif, j'aurai un delta' comme ceci. Le H delta+ sera attiré par celui-ci. On retient que les atomes X, H et Y sont alignés. Ceci nous donne 3 atomes alignés. On peut prendre un exemple de liaison hydrogène avec l'eau. Si je place 2 molécules d'eau comme ceci, ici j'ai un delta-, ici un delta+, ici un delta-, ici un delta+, et donc la liaison hydrogène va s'établir ainsi. On peut remarquer quand même que cette liaison hydrogène est sensiblement moins intense que la liaison chimique en regardant le tableau suivant. Nous avons la liaison chimique OH dont la longueur est environ de 100 picomètres, alors que la liaison hydrogène est de 180 picomètres. Donc la liaison chimique est sensiblement plus courte que la liaison hydrogène. Et si on regarde les énergies de liaison, la liaison chimique OH fait environ une centaine de kilojoules, alors que la liaison hydrogène ne fait que 25 kilojoules. Il y a donc là aussi une différence significative d'intensité énergétique entre la liaison chimique et la liaison hydrogène. Une liaison hydrogène est donc, malgré tout, même si elle est relativement forte, plus facile à casser qu'une liaison chimique. On va maintenant
faire un petit tableau qui bien entendu ne doit pas être retenu mais sur lequel on pourra faire quelques commentaires. On va prendre les molécules H2O, HCl, HI et puis les gaz rares hélium, argon. On va à côté mettre leur moment dipolaire en 2 bails. Le 2 bails c'est une unité de moment dipolaire. Le but n'est pas de détailler ce qu'est le 2 bails, on va juste retenir que on les considère tous avec la même unité, donc ce qui veut dire que l'eau est à peu près 2 fois plus polaire que l'acide chlorhydrique et entre 5 et 6 fois plus polaire que l'acide iodhydrique. L'hélium et l'argon ne sont pas du tout polaires, donc un moment dipolaire égale à 0,2 bails. En ce qui concerne les énergies, on les mettra en kilojoules par mol. Eh bien, si on regarde les énergies de qui somme, je vous rappelle qui somme entre dipôles permanents, eh bien on constate qu'H2O 36,3, HCl 3,3, on n'a pas tout à fait divisé par 2 le moment dipolaire, et on a divisé par presque 12 l'énergie de qui somme. Et on voit également ici, on a divisé par pas tout à fait 3 le moment dipolaire, on a divisé par 30, 33 pour être très précis, l'énergie de qui somme. En revanche, ces deux-là, qui n'ont pas de moment dipolaire, n'ont pas d'interaction entre dipôles permanents, et donc ont une énergie dite de qui somme égale à 0. Ensuite de quoi on va passer aux interactions de type 2 bails. Pour les interactions de type 2 bails, on voit que globalement, elles suivent l'intensité des moments dipolaires 1,84, 1,9, 1,03, 1, 0,36, 0,3 et bien entendu pas de moment dipolaire permanent, donc pas de moment dipolaire induit. En revanche, les interactions de London, eh bien ici on constate que pour l'eau c'est 9, pour l'acide chlorhydrique c'est 16,8 et là on est bien d'accord, il n'y a plus de raison de mettre en œuvre les moments dipolaires puisque les interactions de London sont liées au fait que les électrons se déplacent et provoquent ainsi une non-concordance entre le G+, et le G-. Et ce qu'on a dit, c'est que les interactions de London seront d'autant plus importantes qu'on a plus d'électrons. Dans H2O, on a 8 et 2, 10 électrons. Dans HCl, on a 17 et 1, 18. Dans HI, on a 54 électrons. L'augmentation de l'énergie de London est très importante. On voit que l'hélium, qui est tout petit, a une énergie de London extrêmement faible, et que l'argon, qui est quand même sensiblement plus volumineux, 2 électrons ici, 10 électrons ici, eh bien, a une énergie de London qui est pas négligeable puisqu'elle est du même ordre de grandeur que celle de l'eau. Donc d'une manière générale, on peut remarquer que, sauf à de rares exceptions près telles que la molécule d'eau, en général, c'est l'effet London qui est de très loin le plus important. Quelquefois, même souvent, il est pratiquement unique, en particulier quand on a affaire à des molécules non polaires ou à des molécules très peu polaires comme la molécule HI. On va maintenant prendre en compte ces effets des liaisons intermoléculaires sur quelques propriétés physico-chimiques des composés. Et la première de ces propriétés que l'on va mettre en avant, c'est l'évolution des températures d'ébullition. En effet, on peut dire que les états de la matière sont liés à l'intensité des liaisons intermoléculaires. Qu'est-ce qu'on a? On a les gaz, dans lesquels les liaisons intermoléculaires sont très faibles ou quasiment nulles. On a par ailleurs les liquides, dans lesquels les liaisons intermoléculaires sont d'intensité moyenne, et enfin les solides, dans lesquels les liaisons intermoléculaires sont extrêmement fortes, tellement fortes que dans un solide, chaque atome a sa position qui est fixée par rapport aux autres, et que donc les interactions sont suffisantes pour bloquer, pour figer complètement les atomes et les molécules qui constituent le solide. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est qu'un changement d'état, ça va donc être soit un affaiblissement, soit un renforcement des liaisons intermoléculaires. Par exemple, si on passe d'un gaz à un liquide, ou d'un gaz à un solide, on renforce les liaisons intermoléculaires. Si à l'inverse, on passe d'un solide à un liquide, d'un solide à un gaz ou d'un liquide à un gaz, on affaiblit les liaisons intermoléculaires. Or, l'ébullition, c'est passer du liquide au gaz. On peut donc imaginer que plus les liaisons intermoléculaires sont importantes dans le liquide, et plus il faudra fournir d'énergie pour vaporiser ce liquide. Or,
quand on veut fournir de l'énergie, le plus souvent ce que l'on fait, c'est on fournit de la chaleur. Et donc on peut dire que plus la température d'ébullition d'un liquide sera élevée, plus ce liquide sera le siège de liaison intermoléculaire importante. Et bien pour illustrer cela, on va prendre deux catégories, deux familles de composés. D'une part, on prendra la famille CH4, SiH4, GH4, c'est-à-dire si on regarde carbone, silicium, germanium, éthane et plomb, sont tous les éléments d'une famille du tableau périodique, celle du carbone, et donc on sait que toutes ces molécules seront de type AX4, c'est-à-dire parfaitement non polaires, et donc puisqu'elles sont non polaires, eh bien on va se retrouver avec logiquement une évolution de la température d'ébullition qui va augmenter quand on va passer de CH4 à SiH4, puis à GH4 et ainsi de suite. C'est ce que l'on observe, CH4 est là, SiH4, GH4, SnH4 et PbH4. Si maintenant on prend la famille H2O, SH2, SCH2, ainsi de suite, c'est pareil, on a l'oxygène, le soufre, le sélénium, le tellure et le polonium qui sont dans la même colonne du tableau périodique. On va commencer par s'intéresser à cela. Pour tout cela, la différence électronégativité entre S et H d'une part, Sc et H d'autre part, T et H ou PO et H est assez faible, ce qui veut dire que ces molécules-là sont très peu polaires. Or, on a vu que lorsque les molécules sont très peu polaires, eh bien c'est essentiellement l'effet London qui est prédominant. On peut donc prévoir que dans cette famille, eh bien on aura une augmentation de la température d'ébullition quand on va passer de SH2 à SCH2 et ainsi de suite. Comme ceci. En revanche, je n'ai pas mis OH2, parce que OH2 c'est l'eau, et l'eau est à la fois le siège de liaison, c'est une molécule très polaire, et en même temps elle est le siège de liaison hydrogène. Et donc la température d'ébullition de l'eau est anormalement élevée si on considère sa place dans le tableau périodique et si on faisait l'impasse sur les liaisons intermoléculaires de type liaison hydrogène et liaison de London. On peut également considérer que certains composés vont se mélanger et d'autres ne se mélangeront pas, expliquer pourquoi il y a ces différences de miscibilité. En réalité, la règle est simple, deux composés sont miscibles s'ils peuvent former des liaisons intermoléculaires. Par exemple, des composés polaires formeront des interactions de type Kissom, ils seront miscibles. Des composés qui possèdent XH, avec X égale FNO, vont permettre l'établissement de liaisons hydrogène et donc ils se mélangeront bien. Et en revanche, des composés non polaires présentant des analogies de structure, à ce moment-là pourront donner des interactions de type London.